Voilà, donc on s'est connecté, déconnecté une première fois. On reprend notre cours. Est-ce que vous arrivez à voir le... Oui, monsieur. Bien. Oui, monsieur. Donc, je résume. On a dit un intervalle de variation. Ben, c'est un intervalle, notez déjà IV comme intervalle de variation. C'est l'intervalle borné par la valeur minimale et par la valeur maximale. Bien sûr, il contient 100% des données, la totalité des données, et son amplitude, on appelle ceci une étendue. L'étendue de la série, l'imtidad, donc la série s'étend sur une plage, ou bien sur une longueur qui va du minimum jusqu'au maximum, ça veut dire x max moins x min. On va voir des applications juste après. Bien, maintenant on va définir un deuxième type d'intervalle. Donc là, on vient de terminer avec la notion d'intervalle de variation et on va voir d'autres types d'intervalles. Donc notre intervalle, ce que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle l'intervalle interquartile. Le préfixe inter signifie entre, beina, entre le premier et le dernier quartile. Lorsque nous avons défini les quartiles, donc il y a au total combien de quartiles? Donc rappelez-vous la définition, les quartiles, comme un quart, ce sont des valeurs qui partagent la série statistique coordonnée en 4 parties. Donc pour partager la série en 4 parties, j'ai besoin de combien de frontières? 3. De 3 frontières, c'est ce que nous avons noté Q1, Q2 et Q3. Q majuscule 1, Q majuscule 2 et Q majuscule 3. Et vous vous rappelez bien que Q2, c'est simplement la médiane. Donc là, on va prendre maintenant ce qu'on appelle l'intervalle interquartile. C'est l'intervalle, donc on va le noter IQ comme interquartile. Donc c'est l'intervalle borné par le premier quartile et le dernier quartile, par Q1 et Q3. Donc lorsqu'il s'agit de quartiles, on a 3 quartiles, Q1, Q2 et Q3. Donc l'intervalle interquartile est borné par le premier quartile et par le dernier quartile. Donc c'est l'intervalle Q1 jusqu'à Q3. Donc maintenant, quelle est la proportion d'observations ou bien quel est le pourcentage d'observations qui appartiennent à cet intervalle? Donc regardez le schéma. Donc ici nous avons le premier quartile, ici le troisième quartile, et entre les deux, quelque part, nous avons le deuxième quartile, mais il ne nous intéresse pas ici. Donc on cherche juste le premier et le dernier. Donc, par définition du premier quartile, quelle est la proportion d'observations qui sont inférieures au premier quartile? Ici. 25%. 25%. Et par définition du troisième quartile, quelle est la proportion d'observations qui sont supérieures au troisième quartile? Ici. 25%. Donc 25%. Si on élimine 25% à droite et 25% d'observation à gauche, ça veut dire au total, on a éliminé 25 plus 25. On a éliminé 50% d'observation. Donc combien il va rester d'observation à l'intérieur de cet intervalle interquartile entre Q1 et Q3? 50%. Il va rester 50% d'observation. Donc cet intervalle interquartile contient la moitié des données, 50%. Maintenant, l'amplitude de cet intervalle, on va la noter. Donc, l'amplitude de l'intervalle IQ, on va la noter EIQ. Pourquoi EIQ? C'est comme écart interquartile, c'est-à-dire la différence qui se trouve entre les quartiles. Ou bien l'étendue, donc E, c'est comme écart ou bien étendue. On a les deux appellations, étendue interquartile. Ça fait? Donc, l'amplitude de cet intervalle, on va la noter EIQ, donc IQ comme interquartile, E comme étendue ou bien comme écart. C'est simplement l'amplitude de l'intervalle IQ. Et comment mesurer son amplitude? C'est sa borne supérieure moins sa borne inférieure. Donc Q3 moins Q1. Est-ce que maintenant c'est clair cette définition d'intervalle interquartile? Oui.
En Oui. fait, vous voyez bien, ce sont des notions très simples. Il n'y a rien, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Si vous avez compris la notion de quantile, donc vous n'avez aucun problème à comprendre ces notions. Passons maintenant au troisième type d'intervalle. Donc, c'est ce qu'on appelle un intervalle interdécile. Donc, qu'est-ce qu'un intervalle interdécile? Je vous ai dit le préfixe inter signifie entre, et entre déciles, on va toujours prendre le premier et le dernier. Donc, on a combien? Donc, on a dit par définition des déciles. Les déciles, ce sont des valeurs qui partagent la série statistique coordonnée en 10 ensembles. En fait, j'ai besoin de combien de frontières? Donc, on a besoin de 9 frontières que nous avons notées, D1, D2 jusqu'à D9. Donc, en fait, on va prendre le premier décile et le dernier décile. On va prendre le décile D1 et le décile D9. En fait, l'intervalle interdécile, c'est l'intervalle noté ID et il est borné par le premier et le dernier décile. Ça fait? Rappelez-vous par la définition du décile 1. Par définition du décile 1, quelle est la proportion d'observations qui sont inférieures à D1? 10%. Très bien, 10%. Et quelle est la proportion d'observations qui sont supérieures à D9? C'est 10%. Encore 10%. Donc, si on élimine 10% à droite et 10% à gauche, combien il va rester dans cet intervalle de D1 jusqu'à D9? 80%. Il va rester 80%. Donc, cet intervalle interdécile contient 80% des observations. Maintenant, quelle est son amplitude? L'amplitude, on va la noter EID, donc E comme écart ou bien comme étendue, et ID comme interdécile. Donc en fait, l'amplitude de cet intervalle, c'est toujours la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc EID, c'est D9 moins D1. C'est bon? Dernier type d'intervalle, donc vous imaginez qu'on arrive à l'intervalle intercentile. Donc l'intervalle intercentile, on va le noter IC comme intercentile. C'est l'intervalle borné par le premier centile et le dernier centile. On prend toujours le premier et le dernier. Premier quartile, dernier quartile. Premier décile, dernier décile. Premier centile et dernier centile. Les centiles, par définition, ce sont des valeurs qui partagent la série statistique coordonnée en 100 parties de même effectif ou bien de même effectif. Donc, pour cela, j'ai besoin de 99 frontières. Donc, on les a notées C1 jusqu'à C99. Donc, l'intervalle intercentile, c'est l'intervalle borné par le premier centile et le dernier centile. Par définition des centiles, quelle est la proportion d'observations qui sont inférieures à C1? 1%. Vous avez 1%. Et quelle est la proportion d'observations qui sont supérieures à C99? 1% aussi. 1% également. Donc, si vous éliminez 1% à gauche et 1% à droite, combien il va rester à l'intérieur de cet intervalle intercentile? Donc, vous éliminez 1%, 1%. Au total, vous avez éliminé 2%. Il va vous rester 98%. Donc, l'intervalle intercentile, cet intervalle contient 98% des données. Quelle est son amplitude? Ben, son amplitude, on va la noter EIC. Donc, E comme écart ou bien étendue, IC comme intercentile. Donc, EIC, c'est juste la borne supérieure de l'intervalle moins sa borne inférieure, C99 moins C1. Est-ce que c'est un peu clair maintenant pour déjà la définition de ces intervalles? L'intervalle de variation. Donc, l'intervalle de variation, c'est l'intervalle compris entre le minimum et le maximum et il contient la totalité des données. L'intervalle interquartile, l'intervalle compris entre Q1 et Q3, il contient 50% des données. L'intervalle interdécile, borné par D1 et D9, il contient 80% des données. Et enfin, l'intervalle intercentile,
limité par C1 et C99, il contient 98% des données. Tout simplement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien, donc si c'est clair, passons à quelques exemples. Donc, reprenons le premier exemple. Donc, sur les besoins mensuels des étudiants en volume de données. Donc, on sait que la valeur minimale, c'est 10. Donc, on avait les données, elles vont de 10 jusqu'à 50 gigas. Donc, la valeur maximale, c'est 50. On a déjà calculé Q1, Q3, D1, D9, C1, C99 précédemment. Donc, dans la section des quantiles, donc si vous retournez à la section des quantiles, on a déjà calculé tous ces éléments. Donc maintenant, l'intervalle de variation des besoins mensuels des étudiants en volume de données. Donc c'est l'intervalle borné par le minimum et le maximum. Ça veut dire que c'est l'intervalle 10-50. Quelle est son amplitude? Que l'on appelle étendue, E. C'est simplement la borne supérieure 50 moins la borne inférieure 10. Il reste 40. Et puisqu'en fait, ici, il s'agit de volume de données en gigas, l'étendue est égale à 40 gigas. Ça fait? Est-ce que c'est clair pour cette première mesure? Oui. Bien, pour l'intervalle Oui. interquartile. Pour l'intervalle interquartile, donc c'est l'intervalle, on a dit, qui est borné par le premier quartile et le troisième quartile. Ces deux valeurs, ou bien ces deux grandeurs, on les a déjà calculées. Donc Q1, on l'a calculé et on a trouvé 20. On a déjà calculé Q3, on a trouvé 50. Donc l'intervalle interquartile IQ, c'est l'intervalle 20-50. Quelle est son amplitude que l'on appelle EIQ, l'écart interquartile ou bien l'étendue interquartile? C'est simplement la borne supérieure 50, donc 50, moins la borne inférieure 20. 20. Et 50 moins 20, c'est égal à 30 gigas. Ça va? Maintenant, pour l'intervalle interdécile. L'intervalle interdécile, c'est l'intervalle borné par le premier décile et le neuvième décile. On a déjà calculé ces grandeurs. On a trouvé que D1 est égal à 10 et D9 est égal à 50. Il suffit de reprendre les séances précédentes. Donc, l'intervalle interdécile, c'est l'intervalle 10-50. Quelle est l'amplitude de cet intervalle EID, donc écart interdécile ou bien étendue interdécile? La borne supérieure 50 moins la borne inférieure 10. 50 moins 10 est égal à 40 gigaoctets. Et enfin, pour l'intervalle intercentile, c'est l'intervalle borné par le premier centile et le dernier centile. C'est l'intervalle 10-50. Ces valeurs, vous pouvez les retrouver dans la section sur les quantiles. Quelle est l'amplitude de cet intervalle que l'on appelle écart intercentile ou bien étendue intercentile? C'est la borne supérieure 50 moins la borne inférieure 10. 50 moins 10 est égal à 40 gigas. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient maintenant de mesurer la dispersion de la distribution des besoins mensuels des étudiants en utilisant 4 instruments. D'abord, l'étendue, qui est l'amplitude de l'intervalle de variation. Ensuite, l'écart interquartile, qui est l'amplitude de l'intervalle interquartile. Puis, l'écart interdécile, qui est l'amplitude de l'intervalle interdécile. Et enfin, l'intervalle intercentile, ou bien, l'écart intercentile, qui est l'amplitude de l'intervalle intercentile. Vous allez me dire maintenant, donc la dispersion, donc nous sommes en train de mesurer la dispersion, mais on a obtenu plusieurs réponses. C'est exactement le même problème qu'avec le centre. Lorsqu'on mesure le centre, nous sommes en train de mesurer une seule chose. Et pour cela, vous avez le mode, la moyenne et la médiane. Et on avait vu la dernière fois que les valeurs du mode, de la moyenne et de la médiane peuvent être différentes, même si elles mesurent la même chose. Est-ce que vous vous rappelez de cette remarque? Oui. On veut mesurer un centre, c'est la même chose, et pourtant on a 3 outils, et ces 3 outils peuvent nous donner des résultats différents. Je vous donne un exemple plus concret. Lorsque vous mesurez la température,
Ou bien vous la mesurez sur une échelle Celsius, on dit il fait 20 degrés aujourd'hui, bien 25 degrés, et vous avez une autre échelle, Fahrenheit. Mais est-ce que Fahrenheit et Celsius vous donnent les mêmes valeurs? Non. En fait, ce sont des valeurs qui sont équivalentes. Elles ne sont pas égales, mais elles sont équivalentes parce qu'elles mesurent la même chose. Mais les échelles sont différentes. Ben, c'est exactement la même chose avec les mesures de centre. Donc, on a un seul centre, mais pour le mesurer, on a la moyenne, et on a la médiane, et on a le mode. Et c'est la même chose pour la dispersion. Donc là encore, pour mesurer la dispersion, on a une première approche, on mesure la dispersion dans un intervalle et on a au moins 4 intervalles. Donc l'intervalle de variation qui contient la totalité des données, l'intervalle interquartile qui contient la moitié des données, l'intervalle interdécile qui contient 80% des données et l'intervalle intercentile qui contient 98% des données. Donc à chaque fois qu'on mesure un intervalle et son amplitude, donc il faut le préciser, ce n'est qu'une mesure de dispersion parmi d'autres. C'est bon, est-ce que vous avez compris ce premier exemple? Oui. Ben maintenant, on passe au deuxième exemple sur le besoin mensuel des étudiants en durée d'appel. Donc c'était une variable qui est continue. Donc la valeur minimale, c'était de 0. Donc x min est égal à 0. Et la valeur maximale, elle était égale à 20. Donc l'intervalle de variation, qui est borné par la valeur minimale et la valeur maximale, c'est l'intervalle 0,20. Quelle est l'amplitude de cet intervalle que l'on appelle étendue d'une série? En fait, l'étendue, c'est la borne, la borne supérieure de l'intervalle qui est 20, moins la borne inférieure 0, et 20 moins 0, c'est égal à 20. Et les durées d'appel, on les a mesurées en heures. Donc l'étendue de la série ou bien l'étendue de la distribution des besoins mensuels des étudiants en durée d'appel est égale à 20 heures. C'est une première façon de mesurer la dispersion. Parfait. Maintenant, regardez. Pour l'intervalle interquartile, donc c'est un intervalle qui est borné par Q1 et Q3. On a déjà calculé ces valeurs précédemment lorsqu'on étudie les quartiles. Donc, on a trouvé que la valeur de Q1 est égale à 4,44 et la valeur de Q3 est égale à 10,74. Donc, reprenez juste les séances précédentes, vous allez retrouver ces résultats. Donc, quelle est l'amplitude de cet intervalle que l'on appelle EIQ, l'étendue interquartile? C'est la borne supérieure 10,74 moins la borne inférieure 4,44. Moins la borne inférieure 4,44. La différence est égale à 6,3 heures. 6h,3. Parfait? Et ainsi de suite. Donc l'intervalle interdécile, c'est l'intervalle borné par le premier et le dernier décile. Ces deux grandeurs, on les a déjà calculées précédemment. Nous avons trouvé D1 égale à 1,81 et D9 égale à 13,71. L'amplitude de cet intervalle noté EID, c'est la borne supérieure 13,71 moins la borne inférieure 1,82. Le résultat est égal à 11,89. Et enfin, l'intervalle intercentile, c'est l'intervalle borné par C1 et par C99 que nous avons déjà calculé, donc 0,18 et 19,33. L'amplitude de cet intervalle noté EIC, c'est simplement la borne supérieure 19,33 moins la borne inférieure 0,18 et le résultat est égal à 19,15. Donc ici, pour chaque série, pour chaque type de données, vous avez 4 intervalles et chaque intervalle a son amplitude. Et donc, c'est cette amplitude qui nous donne la dispersion des données. Donc, plus ces étendues sont grandes, plus les données sont dispersées. Donc, que ce soit l'étendue tout simple ou bien l'étendue interquartile, décile et centile. Plus l'étendue est grande, كل ما كانت هذيك l'étendue داك الوسع ديال المجال كبير, ça veut dire que les données sont dispersées, sont très dispersées. Et plus l'étendue, que ce soit l'étendue simple ou bien l'étendue interquantile, est faible, alors on a des données moins dispersées.
Est-ce que c'est clair jusqu'à ce niveau? Oui. Oui. Lorsqu'on a parlé, lorsque je vous ai donné l'exemple introductif, donc normalement, la dispersion, elle sert à comparer, en fait, on mesure une dispersion pour comparer la dispersion de plusieurs séries. Si vous vous rappelez bien ici dans l'exemple introductif, on a dit les trois séries de données ont la même moyenne, ont le même centre, mais elles n'ont pas la même dispersion. Alors qu'en finance, pour investir, je dois, après avoir calculé la moyenne, je dois comparer aussi la dispersion. Donc, on cherche à comparer les dispersions. Maintenant, regardez, je vous pose une question. On a deux exemples. On vient de traiter deux exemples. On a calculé les intervalles de toutes ces grandeurs pour la première série et on les a calculés pour la deuxième série. Est-ce qu'on peut comparer la dispersion de ces deux séries? Est-ce qu'on peut les comparer? واش يمكن لنا نقارنوا التشتت ديال هاد جوج ديال العينات اللي عندي. J'ai d'un côté les besoins mensuels des étudiants en volume de données et voici donc leur dispersion. Et de l'autre côté, j'ai les besoins mensuels des étudiants en durée d'appel et voici leur dispersion. Est-ce qu'on peut comparer les dispersions des deux exemples, à votre avis? Oui ou non? Ben, première chose, si on devait comparer, donc première chose, si on devait comparer, est-ce qu'on peut comparer l'intervalle de variation de la première série avec l'intervalle interdécile de la deuxième série? Ou bien dit d'une autre manière, est-ce qu'on peut comparer l'étendue de la première série avec l'étendue interdécile de la deuxième série? Est-ce qu'on peut le faire? Non. Non, parce qu'elles n'ont pas le même objectif. Donc l'étendue, c'est une chose, même si elle mesure la dispersion, mais l'étendue interdécile, c'est une autre chose, même si elle mesure aussi la dispersion. Mais ce ne sont pas des mesures équivalentes. C'est comme pour mesurer la température, vous avez l'échelle de Celsius et l'échelle de Fahrenheit. Donc les deux mesurent la température, mais elles ne donnent pas les mêmes valeurs. Donc d'abord, si on devait comparer, on doit comparer l'étendue de la première série avec l'étendue de la deuxième. Et on compare l'étendue interquartile de la première avec l'étendue interquartile de la deuxième, etc. Donc, il faut comparer des choses qui sont comparables. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que malheureusement, ces mesures de dispersion dépendent des unités de mesure. Donc, les volumes de données sont mesurés en gigaoctets et les durées d'appel sont mesurées en heures. Est-ce qu'on peut comparer les gigas et les heures? Non. Non. Donc malheureusement, le problème de ces mesures de dispersion, c'est qu'elles nous donnent une idée sur la dispersion, mais on ne peut pas comparer la dispersion de deux séries statistiques qui n'ont pas la même unité de mesure. Si par exemple, dans le deuxième exemple, si on considère que le premier exemple, c'est les besoins mensuels des étudiants en volume de données de l'université A. Et le deuxième exemple, ce sera toujours les mêmes données, mais pour l'université B. Donc, si on compare des volumes de données dans l'université A et l'université B, dans ce cas-là, on peut comparer. Parce qu'on va comparer des gigaoctets avec des gigaoctets. Ça fait? Mais maintenant, je n'ai pas les mêmes unités de mesure. Dans le premier exemple, j'ai des gigas. Dans le deuxième, j'ai des heures. Et on ne peut pas comparer des gigas et des heures. Est-ce que c'est clair pour ce problème de comparaison? Oui. Donc, pour résumer, ce qu'on vient de faire, donc on vient de mesurer la dispersion selon une première approche. En quoi consiste cette première approche? Cette première approche consiste à construire des intervalles et à chercher et à mesurer leur amplitude. Donc, ces intervalles, ce sont l'intervalle de variation, donc borné par le minimum et le maximum,
et il contient la totalité de données. Et son amplitude, c'est ce qu'on appelle l'étendue E. Donc, c'est le maximum ou le minimum. Deuxième intervalle, c'est l'intervalle interquartile. L'intervalle interquartile, on va simplement chercher les données qui sont comprises entre le premier et le dernier quartile. Et on a dit que cet intervalle contient 50% des observations et on va mesurer son amplitude. C'est l'écart interquartile donné par Q3 moins Q1, etc., etc. Donc, on vient de finir cette première approche. Avant de passer à la deuxième, en général, pour résumer, ou bien pour schématiser, ou bien pour donner une idée visuelle de la dispersion des données, parce on construit ce qu'on appelle la boîte de Tukey, ou bien parfois appelée la box plot. Donc, box comme boîte. Donc, la boîte de Tukey, voici ce schéma. Donc, en fait, quel est le principe? On va tracer ce schéma et on va mettre à gauche, tout à gauche, la valeur minimale de la série et tout à droite, la valeur maximale. Ça veut dire ici, j'ai l'intervalle de variation. C'est bon? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, sur le même schéma, on va rajouter deux autres barres pour signaler le premier quartile et le troisième quartile. Donc, en quelque sorte, on a dessiné l'intervalle interquartile. Donc, entre le premier quartile et le troisième quartile se trouve le deuxième quartile qui est simplement la médiane. On la schématise à l'aide d'une barre verticale. Et on ajoute un point pour la moyenne. Donc, en fait, ce type de graphique, donc je répète, et on peut changer, c'est juste une manière de la présenter, cette boîte de Tukey. On aurait pu prendre, par exemple, ici D1 et D9. Mais en fait, l'essentiel, c'est une manière schématique de qualifier, bien d'étudier la dispersion d'une série statistique. Donc, on va prendre je répète, donc on va prendre la valeur minimale tout à gauche, la valeur maximale tout à droite, et quelque part, on va, bien sûr, en fait, ici, c'est un axe gradué, donc on va mettre des valeurs précisément, on peut la tracer à l'aide d'une règle. Ici, en fait, qu'est-ce qu'on a ajouté? Donc, voici la borne de l'intervalle interquartile, donc la borne inférieure de l'intervalle interquartile, Q1. Et ici, vous avez la borne de l'intervalle interquartile, Q3. On ajoute la médiane et on ajoute la moyenne. Donc, de cette manière, on résume de manière schématique la dispersion des données. Et parfois, quand est-ce qu'on s'en sert? Par exemple, si vous voulez suivre l'évolution du taux de change. Vous savez qu'est-ce qu'un taux de change? Le taux de change, c'est, par exemple, combien en dirham vaut 1 euro. Ça fait donc un taux de change, par exemple, on peut dire qu'aujourd'hui, 1 euro vaut 10,80 dirhams. C'est un taux de change. Ça fait? Le problème, c'est que sur toute la journée, ce taux de change, il peut changer. La valeur peut changer. Donc, il peut passer de 10,80 à 10,90, il peut descendre à 10,70. Donc, le taux de change, il varie. Donc, il y a une dispersion dans le taux de change. Comment la mesurer? Donc, en fait, parfois, on se sert de cette boîte de Tukey. Donc, on le fait pour aujourd'hui, on le fait à côté pour demain et pour toute une série de journées. Ça vous donne une idée sur l'évolution de la dispersion du taux de change. Est-ce que vous avez saisi ce que je viens de dire? Oui. D'accord. Donc malheureusement, donc ça c'est juste une remarque. Donc la dispersion, regardez, donc c'est l'objet de la remarque. La dispersion d'une distribution statistique peut être résumée à l'aide d'une boîte de Tukey. Donc il s'agit d'un diagramme, c'est un graphique représentant simultanément, donc en même temps, vous avez l'intervalle de variation. Ça veut dire l'intervalle x min jusqu'à x max.
Vous avez en même temps l'intervalle interquartile, Q1 jusqu'à Q3. Vous avez aussi la moyenne arithmétique, donc le point, et vous avez la médiane de la distribution statistique, la médiane ou bien Q2. Donc, en fait, ensemble, représentés de cette manière, ça nous donne une idée. Est-ce que, et lorsqu'on les met côte à côte, donc ça nous permet de comparer les dispersions. Donc, malheureusement, je n'ai pas prévu d'exemple. Donc, je vais voir si je peux en trouver après. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions sur ces mesures de dispersion selon cette première approche, une dispersion dans un intervalle? Non. Non, donc si vous n'avez pas de questions, pas de remarques, donc on passe à la deuxième approche. Comment mesurer la dispersion? C'est peut-être la plus intéressante. Donc on va mesurer maintenant la dispersion autour du centre. Cela veut dire qu'on va prendre la valeur centrale et on va voir de combien on s'éloigne de ce centre. En fait, plus on s'éloigne du centre et plus la série est dispersée. Et plus on est proche du centre, plus les données sont concentrées. Et pour cela, donc, nous avons ce qu'on appelle l'écart absolu moyen. Nous avons la variance et l'écart type. Puis nous avons enfin le coefficient de variation. Commençons par le premier concept, l'écart absolu moyen. Donc schématiquement, regardez, schématiquement, donc si je place mes données sur un axe orienté, donc là j'ai mis une flèche pour dire que les données sont classées dans un sens croissant. Donc ça, ce sont les modalités XI. Voici la modalité X1, la modalité X2, X3 et X4. Donc on suppose que on a calculé la moyenne de cette série, bien de cette variable X, c'est X bar. Et maintenant, on s'intéresse, donc voici le centre qui est mesuré par la moyenne. On s'intéresse maintenant à la distance ou bien à l'écart par rapport au centre, de combien on s'éloigne du centre. Ça fait? Vous voyez bien qu'à droite, on peut aller jusqu'à X3 et on peut aller jusqu'à X2. Et à gauche, on peut aller jusqu'à X1 et on peut aller jusqu'à X4. Maintenant, l'idée, c'est de mesurer des écarts par rapport au centre, ou bien des distances par rapport au centre. De combien s'éloigne X2 de la moyenne, à votre avis? De combien s'éloigne la modalité X2 de la moyenne? Ben, il suffit de calculer cet écart. Donc en fait, cette distance entre X2 et la moyenne, c'est ce que j'ai mis ici, c'est simplement X2 moins la moyenne. Donc en fait, on va dire que la valeur X2 s'éloigne de la moyenne X bar de cette différence X2 moins X bar. Est-ce que c'est clair pour ce premier exemple? Oui. De l'autre côté, si on s'intéresse à la modalité X4, de combien s'éloigne du centre? Donc en fait, on doit mesurer la différence, l'écart entre X4 et la moyenne. Donc en fait, ici, on va dire c'est X4 moins X bar. Attention, ces différences peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. Ça dépend de la modalité. Est-ce qu'elle est supérieure ou inférieure à la moyenne? Donc ici, il suffit de calculer des écarts par rapport à la moyenne arithmétique. Ça fait? Mais maintenant, si je vous dis de combien on s'éloigne de la moyenne, donc ça va être difficile de répondre. Vous n'allez pas me dire, c'est comme si je vous posais la question avec comment vous avez obtenu votre baccalauréat. Vous n'allez pas me dire, j'ai obtenu 10 en mathématiques, 15 en physique, 16 en français. Donc, vous allez chercher une manière de résumer toutes ces informations en une seule valeur. Ben, c'est la même chose ici. Au lieu de dire les données
s'éloigne de la moyenne de x1 moins x bar et de x2 moins x bar, de x3 moins x bar et de x4 moins x bar, ben, une façon de faire, c'est de donner la moyenne. En fait, on va prendre le premier écart, le deuxième, le troisième, et on va calculer leur moyenne, tout simplement. Est-ce que cette logique est un peu claire? Oui. Bien. Donc, Zoom va s'interrompre maintenant, donc c'est pas grave, on va continuer en attendant. Ben alors, regardez. Vous êtes bien d'accord que la modalité XI, on l'observe plusieurs fois. La modalité XI, elle apparaît dans notre échantillon un nombre N1 de fois. L'effectif de la modalité X1, c'est N1. Ça veut dire en fait cette valeur X1, on ne l'observe pas qu'une seule fois, mais on l'observe un nombre N1 fois. Alors cette distance par rapport à X bar, entre X1 et X bar, on l'observe combien de fois? N1 fois. Elle aussi, on doit l'observer N1 fois. Et la même chose pour la valeur X2. Est-ce que la valeur X2, on l'observe une seule fois dans l'échantillon? Normalement, on l'observe un nombre N2 fois, l'effectif. Donc, la distance X2 moins X bar également. Donc, cette distance, cet écart, on va aussi l'observer un nombre N2 fois. Et donc, de manière générale, si vous prenez une modalité XI, donc la différence entre XI et la moyenne X bar, vous allez l'observer combien de fois? NI 2 fois. NI fois. Donc en fait, regardez. Donc si je prends la différence entre XI donc, et X bar, cette distance, on l'observe un nombre NI de fois. Maintenant, si je fais la somme de toutes les distances, si on calcule la somme de toutes les distances, I qui va de 1 jusqu'à K, ça veut dire on va prendre la distance entre X1 et X bar, entre X2 et X bar, entre X3 et X bar, entre X4 et X bar. On va prendre toutes ces distances et on va calculer leur moyenne. Regardez, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 1 sur N, la somme de NI fois quelque chose. Alors ça, c'est une moyenne arithmétique. Mais ce n'est pas la moyenne de X, c'est une moyenne des différences par rapport à X. Regardez, ici, je n'ai pas XI. La moyenne de XI, c'est 1 sur N, somme des NI fois XI. Mais ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 sur N, la somme des NI fois quelque chose qui est XI moins X bar. Donc, nous sommes en train de calculer la moyenne de toutes ces distances. Le résultat, c'est que ceci est toujours égal à 0. Donc, on appelle ceci l'écart moyen. D'accord? Donc, l'écart moyen, regardez ici, l'écart moyen d'une variable statistique que l'on va noter EM comme écart moyen, c'est quoi? Ben, c'est simplement la moyenne arithmétique. C'est simplement la moyenne arithmétique. Donc, c'est bien 1 sur n somme des NI fois quelque chose. Donc, c'est une moyenne arithmétique. Mais une moyenne de quoi? Une moyenne des écarts, des observations par rapport au centre. On va calculer la moyenne, non pas des modalités, non pas des valeurs xi, mais de leurs écarts par rapport au centre qui est ici la moyenne. Ça fait? Donc, l'expression de l'écart moyen, c'est 1 sur n, somme de ni fois xi moins x bar. Donc, le résultat est toujours égal à 0. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi l'écart absolu moyen est toujours égal à 0? Donc, regardez, donc, si on reprend la moyenne arithmétique, reprenons la moyenne arithmétique et regardons ses propriétés. Donc, on va chercher la moyenne arithmétique rapidement. Et je vous ai dit que la moyenne arithmétique, elle a certaines propriétés. Je vous en ai présenté deux. Les voici. Donc, est-ce que vous vous rappelez de cette deuxième propriété?
de la moyenne arithmétique. Qu'est-ce qu'on a ici? Les écarts par rapport à la moyenne arithmétique